Bonjour, Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Je fais office de Monsieur Loyal pour ces conférences du programme axé sur le retour d'expérience. Et en matière de retour d'expérience, on a celui qui associe le cabinet Sitwell et OVH Cloud. Je vous en cite le titre. Dans les nuages, mais les pieds sur terre, on les voit bien ancrés au sol, la transformation supply chain d'OVH Cloud accompagnée par Sitwell. 4 intervenants, alors il y a 4 noms, mais il y a le mien. Je vais vous laisser, quoique non, je peux vous présenter. Il y a Guillaume Auchard, qui est directeur supply chain et manufacturing d'OVH Cloud, Raphaël Portillo, qui est associé chez Sitwell, Eva Born, qui est manager chez Sitwell, et donc un quatrième intervenant qui s'est ajouté, vous le voyez à l'écran, Thomas Gaumont d'OVH. Je vous laisse l'estrade pour les 45 minutes à venir et je reviendrai pour la partie questions-réponses. Notez les petits points d'interrogation dans votre prise de notes pour préparer les questions. Il y aura quand même la possibilité d'en poser. Je vous laisse. Donc, bonjour à tous. Alors, merci déjà d'être présent pour venir voir cette intervention. Donc, je me présente, Thomas Gaumont, ça fait 9 ans que je travaille chez OVH. J'ai fait différents métiers dans ce cadre, en transport, en logistique. Et donc dernièrement, j'ai eu le plaisir de participer à cette transformation qu'on a engagée au niveau de la supply chain et dont on va vous parler maintenant. Bonjour à tous, Guillaume Auchard, je suis le directeur manufacturing et supply chain pour le groupe OVH Cloud. J'ai rejoint comme Thomas le groupe il y a 9 ans, en charge de la manufacturing pendant quelques années. Et j'ai la chance de piloter l'activité supply chain depuis maintenant le mois de janvier de cette année. D'accord ? Alors, on va, je pense, vous donner quelques clés de lecture par rapport à l'activité d'OVH Cloud en tant que telle. C'est toujours assez surprenant et ça a été répété dans la phase d'introduction. Nous sommes un cloud provider, d'accord ? Donc nous avons pour mission de mettre à disposition de nos clients de l'infrastructure et du service. Cette infrastructure et ce service va passer à travers de la puissance de calcul, du stockage ou tout simplement du soft, de l'intelligence qu'on met à disposition sur nos offres. Donc on a différentes typologies d'offres. On va être sur du pur bare metal, c'est-à-dire qu'on va avoir et donner accès à un client à un service qui lui est proprement dédié. Et on va passer à travers différentes offres qui peuvent être public cloud, private cloud, dans des configurations de plus en plus sécurisées, plus constructives pour le marché et le client en tant que tel. Donc quelques chiffres importants pour mieux nous connaître. On a 1,6 million de clients dans le monde entier. On a à disposition plus de 450 000 serveurs installés dans nos data centers partout dans le monde. Notre chiffre d'affaires sur l'exercice de l'année fiscale précédent est tout juste en dessous du milliard d'euros. On a 44 data centers qui sont répartis sur le monde. On a les États-Unis, on a l'Europe principalement et on a l'Asie-Pacifique. On a 2 centres de production et c'est là aussi potentiellement finalement, une partie de l'intérêt de cette présentation, c'est de passer à travers la maille industrielle de l'organisation d'OVH Cloud, cloud provider, mais en même temps industriel, ce qui fait de nous, sur le marché mondial, une entreprise assez spécifique et assez finalement unique dans son modèle d'intégration industrielle. Donc on est répartis dans le monde entier en termes de data centers et de centres de production. On a aussi la chance d'avoir des bureaux et on compose à peu près 3000 personnes chez OVH Cloud. Alors j'en parlais, la répartition des data centers est mondiale. On a une présence en Europe qui est très forte, qui est le cœur de notre marché. Mais on est aussi, et on continue, et on a une très grosse croissance sur les US, avec la côte ouest et la côte est, le Canada aussi, et une présence maintenant qui s'affiche et qui se renforce sur l'Asie-Pacifique, avec Sydney, Singapour et Mumbai. 2 centres de production, un au Canada pour soutenir la croissance qu'on a sur la plaque Nord-Amérique et un en France, à côté de Lille, à Croix, qui soutient la croissance pour toute la partie européenne et Asie-Pacifique de notre business.
Alors la particularité, hein, je l'ai dit, nous sommes un cloud provider, donc on met à disposition de l'infrastructure pour nos clients. Mais au-delà de ça, nous avons complètement intégré depuis le début, depuis 25 ans, une chaîne industrielle. Cette chaîne industrielle se compose essentiellement autour de deux notions, deux piliers. On a la partie data center, sur laquelle on est déjà positionné avec notre propre R&D, notre propre conception, le choix des matériaux, la maîtrise parfaite finalement de l'infrastructure en tant que telle, d'un point de vue design, construction et opération. Je parle de la puissance électrique à distribuer, je parle du réseau à distribuer et finalement à opérer. Je parle aussi de la partie building, c'est-à-dire l'infrastructure en tant que telle. On a pour habitude de réutiliser des bâtiments existants et de les modeler à la sauce OVH Cloud pour être capable de héberger, proposer un service sur nos clients. On a aussi toute la partie mécanique. Le serveur a besoin d'être porté, a besoin d'être finalement transporté et positionné à sa place et à sa destination finale. Donc, ce qui fait de nous finalement un acteur de cloud, mais avec une particularité tournée autour de l'industrie. Complété au data center, on a les deux usines de production dont j'ai parlé. Et là, je dirais qu'on ventile de la conception de nos produits serveurs jusqu'à transport, supply chain de notre activité dans les data centers du monde entier. Et si on va un petit peu plus loin, tu peux aller à la slide suivante. Si on va un petit peu plus loin sur cette partie intégration du modèle, finalement, on est dans un modèle sur lequel on a beaucoup d'innovations qui sont intégrées dans notre modèle, dans notre proposition commerciale. Toute l'innovation produit va passer par la chaîne industrielle. Dans la chaîne industrielle, on va passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la conception de nos produits, le choix des matériaux, le choix des composants. La vitesse qu'on donne à ce flux d'innovation, qui est permanente, hein. Chaque année, on va être capable de mettre à disposition pour nos clients, dans nos data centers, 3 à 4 refresh de génération de serveurs pour proposer un service différent à nos clients. Ce refresh de gamme, il est conçu de façon industrielle pour être capable d'orchestrer non pas une seule vie aux propositions clients qu'on va faire sur cette base de hardware, sur cette base de serveurs, mais 2, 3, voire 4 vies de génération potentielle à la vente. Ce qui va faire qu'un serveur chez OVH Cloud, il est produit une année et il va être consommé à travers 3, voire 4 différentes vies commerciales. Au-delà de ces 3 ou 4 vies commerciales, quand on sort une nouvelle plateforme, on réfléchit toujours à quelle cascade ces serveurs vont faire dans l'architecture de notre data center. Et un élément important, c'est que quand on arrive à la fin de vie du serveur et qu'il est de moins en moins excitant pour la partie client, on va orchestrer ce qu'on appelle notre reverse supply chain. Donc on va lancer là des customisations ou des upgrades en data center pour lui permettre de faire une vie supplémentaire. Et si ce n'est pas possible ou pas intelligent de le faire, on fait revenir les serveurs dans les centres de production, on démonte ces serveurs, on teste les composants, on les réinjecte dans nos stocks disponibles à être consommés. On le fait sur les composants pour lesquels il y a une utilité à être réinjectés dans une plateforme différente pour de nouveau apporter une vie supplémentaire commerciale sur un service particulier. Cette partie-là est un atout et une spécificité qui est réellement, j'ai envie de dire, le cliché d'OVH Cloud. Et il nous permet d'être capable d'assumer une grande partie de la différenciation qu'on a avec les autres sur notre empreinte carbone. Le taux de réutilisation de composants est faramineux par rapport à tout le circuit, tous les autres cloud providers qu'on peut trouver dans le monde. Donc réellement, OVH Cloud est un acteur essentiel d'un point de vue économie circulaire et dans la réutilisation de ces composants pour proposer des services clients. Passez la main. Et alors, du coup, avant de passer à la suite, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Eva Born, je suis senior manager chez Sitwell au bureau de Lyon. Et du coup, moi, j'ai accompagné OVH depuis 1 an et demi à cette transformation dont on vous détaillera un peu après. Yes, du coup, je me présente aussi. Moi, c'est Raphaël Portillo. Je suis donc associé au sein de Sitwell et donc responsable de nos activités à Lille. Donc, c'est en partie notre équipe qui accompagne OVH, même si
on a construit un dispositif assez national pour arriver à le faire. Comme vous avez compris de Guillaume, ce n'était pas forcément une mince affaire. Et juste pour nous présenter très rapidement, ce n'est pas le but majeur aujourd'hui, on veut surtout parler du projet. Donc, Sitwell, on est un cabinet spécialisé dans les opérations et dans la supply chain. C'est notre dada, c'est la transformation, on adore ça. Dans 98% des fois où j'ai dit ça, ça a son effet. Au Supply Chain Event, je sais que vous êtes nombreux à travailler là-dessus, mais en tout cas, c'est le nôtre. On travaille vraiment de l'amont de la chaîne de valeur jusqu'à l'aval. D'accord, c'est marqué sur la slide, hein, je n'ai pas beaucoup de temps pour le répéter. Comme naturellement, tout le monde ne sait pas tout faire, nous sommes 140 pour le faire. Donc, on est dispatché au sein de 4 grands bureaux en France, Paris, Lyon, Nantes et Lille. Et nous avons aussi des implantations à l'international, notamment à Boston, pour accompagner nos clients. Voilà, juste en quelques mots. Et du coup, je passe à la suite avec Guillaume. Donc, notre business, d'un point de vue industriel, si on le regarde du côté client, sur la partie droite de cette présentation, on a 2 types d'activités finalement. On a une activité qui est avant tout digitale, donc sur l'ensemble de la plaque mondiale, avec toutes les différentes time zones et notre présence internationale avec l'ensemble de nos data centers. 80% de notre business va se passer à travers le digital. Donc un client va venir se servir, va venir passer commande avec un délai de livraison qui lui est rapide. On parle de 120 secondes, on parle de 24 heures, on parle de 72 heures pour avoir accès à la ressource sur laquelle il a engagé la commande. Donc cette partie-là est essentielle. Donc on fonctionne avec une grande empreinte sur le digital. Et la deuxième partie de notre business, celui qui évolue le plus finalement, c'est plutôt la partie build to order, où on va avoir des commandes spécifiques, passant par des grands comptes, un forecast, une animation commerciale et technique en avant-vente. Donc là, aujourd'hui, ça pèse pour à peu près 20% de nos flux, mais c'est quelque chose qui grandit de plus en plus, et notamment par rapport à l'attractivité qu'on peut donner sur les espaces de la souveraineté et essentiellement la souveraineté. Cet enjeu-là autour du client est finalement reporté sur le flux industriel qu'on compose. C'est-à-dire que pour répondre au marché du digital et pour répondre au marché du build to order, notre modèle, je vais dire, avant transformation, posait simplement du stock de produits finis dans les data centers. En fonction d'un certain rythme de vente qu'on a pu comprendre et connaître par le passé, quelques projections et quelques convictions commerciales de l'ensemble de nos équipes, une position produit aussi qu'on pouvait avoir et qu'on a toujours par rapport à différentes géographies et différentes propositions clients. On amorçait finalement les plans de production sur les mises à niveau de stock en data center avec un plan de production qui finalement trouvait beaucoup de variance, beaucoup de stop and go et une envie en permanence de trouver une forme d'agilité dans le plan de production. Le fait est que, en voulant donner en fait à cette valeur ajoutée de produire, acheter les composants, toute cette partie de supply chain, on lui a donné en fait, à travers cette agilité recherchée, une complexité tellement importante, le stop and go, modifier des quantités à la semaine, avoir finalement des composants qui pouvaient être variés dans les plans de production sur une échelle à la semaine, au mois, voire même finalement une décomposition complète des flux de production en fonction des ventes réelles. Donc tout ce maillage finalement nous a porté vers d'autres solutions et vers une problématique qu'on a voulu constituer et qu'on va vous présenter maintenant. Yes, juste pour compléter un petit peu ce que Guillaume vient de dire, il vous a expliqué, on va dire, tout le merveilleux d'OVH, comment ça fonctionnait, un petit peu les problèmes. Pour compléter les problèmes, en fait, comme dit Guillaume, la planification, c'était le cœur d'une des grandes problématiques. On avait 2 modes de planification, un plutôt moyen-long terme et un plutôt court terme. Et les deux, en fait, ne se parlaient pas. Impossible de réconcilier les décisions qui ont été prises sur la planification long terme. En fait, ce n'était pas répercuté au court terme. Le court terme vivait un peu tout seul. Et en plus de ça, toute cette planification, elle était trop lente par rapport au business. C'est-à-dire que quand on prenait une décision, en fait, le temps que ça se mette en place et que ça se répercute vraiment, c'était trop lent par rapport au business et à l'agilité et la réactivité que ça demandait. Ça a pour conséquence de
un nombre de commandes clients qui sont restantes à livrer, qu'on avait du mal à piloter, à réduire et à contrôler. La promesse client qui n'était pas aux objectifs qu'on s'était fixés. Et puis aussi, tous ces deals dont Guillaume parlait, en fait, à chaque fois qu'il y avait un deal qui tombait, c'était quand même, fallait que tout le monde soit sur le pont pour pouvoir réellement répondre à ce deal le plus vite possible avec les produits qui nous avaient été demandés. Côté fournisseur, c'était un peu pareil. Comme il y avait énormément de variabilité, les fournisseurs se plaignent, on les a rencontrés, de cette variabilité. Dans un contexte, il faut se dire, d'approvisionnement des composants électroniques qui est quand même compliqué. C'est limité, on peut pas, c'est pas un grand marché avec beaucoup d'appros possibles. Et du coup, une grande variabilité. Et donc, les fournisseurs, ils se plaignent d'un manque de visibilité. Et quand on a de la visibilité, en fait, c'est tellement variable que voilà, c'est peu crédible, quoi. Et enfin, dans les problématiques, Guillaume en a un petit peu parlé, mais une des problématiques, c'était que nous, ça nous a étonnés en tant que cabinet de conseil qui arrive là, mais la question du stock serveur, elle n'était pas au cœur des enjeux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que personne, enfin en tout cas, on ne se posait pas vraiment la question de à quoi sert le stock serveur, à quoi il est censé répondre, où est-ce que je le mets, est-ce que je le mets dans les data centers ou ailleurs, mais aussi comment je le dimensionne. Donc d'un univers à un autre, ça pouvait être assez différent la façon de dimensionner les stocks et la façon de réapprovisionner ces stocks et de recompléter les stocks en data center. Pareil, c'était des méthodologies un peu différentes et des règles différentes. Ce qui fait qu'avoir une lecture complète de est-ce que j'ai le stock au bon endroit, en fait, c'était très compliqué d'avoir cette analyse-là. Et donc pour ça, je vais passer la parole à Thomas pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a décidé de mettre en place. Et donc, fort de ce constat, on a identifié 5 principaux piliers à travailler dans le cadre de cette transformation. Donc, je vais vous les présenter succinctement ici et après, on ira dans le détail sur les prochaines slides. Donc, le premier pilier, c'est d'avoir été en mesure de simplifier notre supply chain globale en identifiant 3 points, 3 supplies qui sont différentes, qui ont chacune leurs caractéristiques et d'être capable de les adresser d'une manière qui est spécifique. Le deuxième point, c'est de travailler sur du make to stock. Donc, via l'implémentation d'un stock de serveurs pour être capable de répondre à la demande de manière plus rapide et de mettre en place un flux qui soit tiré au lieu d'un flux poussé. Le troisième point, pour avoir moins de variabilité dans nos demandes de production, c'est la mise en place d'un modèle qui soit basé sur un floor et un spot pour les plans de production et aussi pour les plans d'approvisionnement. Le quatrième, c'est d'être capable d'avoir une planification qui soit vraiment corrélée par rapport à nos besoins d'investissement et donc nos CAPEX. Et enfin, le cinquième point, c'est d'être en mesure d'avoir toute une organisation qui soit là pour répondre et pour accompagner l'ensemble de ces nouveaux sujets au sein de la supply chain. Donc, sur le premier point, comme je vous le disais, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de supply chains différentes qui n'avaient pas forcément les mêmes enjeux et donc sur lesquels les réponses n'étaient pas toujours les mêmes dans ce qu'on peut pouvoir fournir. Le premier flux qu'on va avoir, c'est celui des serveurs. Donc les serveurs, ça représente des gros volumes, ça représente un gros nombre de runners. Et donc ceci, on a une grande variabilité de la demande en fonction des besoins spécifiques. Dans l'IT, on peut avoir vraiment une grosse variabilité par rapport à ça. Et donc sur ce point, la réponse qu'on a trouvée, c'est d'être capable de faire du stock pour répondre au maximum à la demande client lorsqu'elle se présente. Le deuxième flux qu'on a identifié, c'est celui des racks. Alors les racks, c'est des grandes armoires dans lesquelles on va être capable de mettre les serveurs en data center et qui vont apporter ce qui est l'électricité, le réseau et l'eau. Sur ces racks-là, on a également un grand nombre de références, mais par contre, toutes ne circulent pas au même niveau. Et donc, sur ce point-là, on a décidé d'être capable de stocker justement les racks qui circulent le plus et d'avoir une possibilité de s'approvisionner rapidement et de produire rapidement les racks qui circuleraient moins. En sachant que sur ce point-là, on a également une gestion à avoir sur ce qu'on appelle les U-vides. Donc, un rack, ça va avoir un certain nombre d'emplacements qui sont disponibles. Donc, nous, on a besoin, lorsqu'on expédie un rack, s'il n'est pas complet, s'il n'est pas rempli de serveurs une fois expédié, d'être en mesure de garder une traçabilité pour savoir combien de place il nous reste en data center. Et enfin, le troisième flux spécifique, c'est celui des pièces détachées. Les pièces, on en a besoin pour fabriquer nos serveurs dans nos usines. On en a également besoin pour les pannes, donc dans les data centers. S'il y a un serveur qui tombe en panne, il faut qu'on soit en mesure de le réparer rapidement.
et aussi pour les customisations. Guillaume vous parlait que parfois on a des besoins spécifiques des clients qui ont besoin d'avoir des configurations qu'on n'a pas sur l'étagère. Et donc dans ce cas-là, il faut qu'on soit en mesure de prendre un serveur standard et de l'adapter aux besoins du client. Sur ce point-là, on a un nombre de pièces aussi assez important et surtout, on a besoin d'en avoir toujours de disponibles, notamment pour les flux les plus critiques. Et par rapport à ça, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment segmenter nos différents stocks pour toujours avoir un stock qui soit disponible dans la bonne quantité par rapport aux besoins de production qu'on avait. Le deuxième point qu'on a mis en place, c'est celui de la stratégie Make to Stock, donc qui est nouvelle, et d'un flux qui soit tiré. Donc le schéma qui est présenté juste ici, il ressemble beaucoup au schéma qu'on vous a présenté avant, mais il y a toutefois quelques petites variations. La première, comme vous pouvez le voir, c'est l'implémentation d'un stock de serveurs qui est directement en sortie d'usine. Donc maintenant, on va produire un serveur, on va l'envoyer dans le stock central, et c'est ce stock central-là qui sera en mesure de distribuer les centres de données. Les centres de données, on voit également qu'ils ont l'apparition de buffers. Donc ces buffers-là, ils ont été calculés en utilisant la technologie, la méthodologie DDMRP. Et derrière, ça va nous permettre, nous, de les remplir de manière régulière en fonction de la demande réelle qui a été faite par les clients. Donc nous, régulièrement, on va regarder l'état de ces stocks-là. Et s'il y a un besoin, on va être en mesure de déclencher une expédition pour être capable de remplir ces stocks. Il faut savoir aussi que la méthode DDMRP, elle a été utilisée pour l'ensemble des flux qu'on a. Guillaume vous parlait, on a différents produits. On a les bare metal où effectivement un serveur représente une seule unité. Mais on a aussi des services comme du PCI, du PCC, où là, on va avoir plusieurs services qui tournent sur un seul serveur. Et donc, pour ces spécificités-là, on a également utilisé la méthode DDMRP. À partir de là, comment est-ce qu'on fait pour remplir ces stocks centraux? Je vous parlais tout à l'heure du floor et du spot. Donc le floor, qu'est-ce que c'est? C'est un plan qui va être figé sur 6 mois. Donc en faisant ça, on s'assure une régularité dans le cadre de la production et surtout une prévisibilité. Ce floor-là, on l'utilise également et on le communique à nos fournisseurs puisque les commandes sont passées à 6 mois, ce qui permet vraiment d'offrir de la visibilité sur les 6 prochains mois. Il ne changera pas, il est figé et donc derrière, c'est là-dessus qu'on se base pour remplir nos stocks. Par contre, dans les cas où effectivement on a une demande qui est variable, si on constate qu'au niveau des stocks, on descend un petit peu trop bas, on a le spot qui intervient. Le spot, lui, il nous permet d'être en mesure de rajouter de la production à 5 semaines. Et ça nous offre la flexibilité nécessaire pour être capable d'assurer qu'en tout temps, on aura les serveurs qui sont nécessaires pour répondre à la demande. Et toutes les semaines, on va être en mesure de passer les commandes donc à 26 semaines pour le floor et à 5 semaines pour le spot, afin d'être en mesure de fournir à nos fournisseurs l'intégralité des besoins et de s'assurer un bon niveau de stock. Ceci, c'est très corrélé avec notre gestion des CAPEX. OVH, on est une boîte qui est basée sur l'investissement, puisqu'effectivement, on a besoin de dépenser de l'argent pour produire les serveurs qui seront après loués à nos clients. Et bien sûr, plus tôt les serveurs sont produits, plus tôt on est en mesure de générer et d'accumuler du revenu, vu qu'on est basé sur la location. Donc notre modèle a été mis en place afin de pouvoir permettre de gérer ça au mieux. On a une production qui, en début d'année, au niveau du floor, est très élevée, qui permet du coup de remplir nos stocks centraux et nos stocks de serveurs. Et au fur et à mesure, elle va baisser. Potentiellement, comme je vous le disais, le spot va prendre le relais afin d'être en mesure de recompléter les stocks si nécessaire. On a un stock central et un stock en DC qui restent, selon le DDMRP, au maximum au niveau du top of green. Et après, en fin d'année, on envoie ce qui reste potentiellement dans notre stock central en data center afin de pouvoir générer le revenu, assurer la fin d'année fiscale et le démarrage de la suivante, le temps effectivement qu'on ait la production qui redémarre. Et enfin, on a besoin de mettre en place toute une organisation pour gérer ces nouveaux flux et cette nouvelle méthodologie qu'on a développée. Et il faut savoir que chez OVH, on était, en tout cas dans les autres services, très organisé autour des produits. On avait vraiment une notion produit qui était assez forte. Dans la supply chain, ce n'était pas encore le cas, où on gérait de manière assez transverse les sujets. Et on a décidé justement de mettre en place aussi une orientation produit, via la création de différents domaines qui contiennent chacun l'intégralité des éléments qui sont nécessaires afin de pouvoir vivre au niveau produit la supply chain. Donc on a le demand planning, qui est en charge de tout ce qui est prévision des ventes. On a la gestion des projets spéciaux clients.
on a la gestion des expéditions et de la production. Le Lifecycle Management qui est en charge de gérer le cycle de vie complet des serveurs et de notre parc. Et on a un nouveau poste qui est le Server Asset Management. Et ce poste-là est en charge de justement mettre en œuvre l'intégralité des dispositifs qu'on a vus de manière stratégique et donc de veiller au bon respect des niveaux de stock, veiller à au bon raffermissement donc, des niveaux de floor et de spot et globalement voir qu'on respecte au maximum les CAPEX qui sont nécessaires et qu'on a une bonne cohérence au niveau de tout ça. L'ensemble de ce domaine produit est chapeauté par un domaine lead. Et lui, son travail, c'est effectivement d'être en mesure de faire en sorte que l'ensemble des personnes travaillent en synergie et de faire le lien avec les autres services produits et l'ensemble des services financiers qui sont nécessaires pour que tout fonctionne de la meilleure manière. Alors, quels sont les enseignements qu'on a tirés de ça? Je vais donner la parole à Guillaume, qui a présenté le premier point. Finalement, à travers cette transformation, la chose assez essentielle qui a été pour nous la plus importante pour sécuriser pendant cette passe de transformation le service client, la maîtrise de notre CAPEX, ça a été de générer non pas un flux continu d'amélioration pour espérer qu'en fin d'année, les choses se passent mieux, parce que c'est ce qu'on a toujours fait, on a eu du mal à l'opérer et on l'a vu pourquoi, mais finalement à travers une rupture. Et donc quand on a décidé de fonctionner avec la mécanique du floor et du spot, eh bien, en fait, on n'a pas attendu de générer les courbes théoriques que vous avez vues sur le début d'une année fiscale, mais on a décidé très rapidement de lancer un POC sur une échelle assez importante. On était quasiment à plus de 50% de notre business sur le produit qu'on avait sélectionné pour lancer le POC. Et on a lancé en février-mars les initiatives pour être capable de démarrer l'ensemble de la chaîne industrielle et de l'organisation sur plus de la moitié de notre business d'un coup d'un seul, en fait, finalement. Et c'est très instructif parce que finalement, de s'être mis en condition d'opérer à échelle industrielle, à échelle assez importante pour nous, plus de 50% de notre business, sur cette nouvelle solution en une seule fois, ça nous a permis d'appréhender et de comprendre quels allaient être nos vrais problèmes 6 mois après, en lançant l'ensemble de la cavalerie, ou en tout cas 100% de notre portefeuille produit sur cette typologie de fonctionnement. Et ça, c'est réellement quelque chose qu'on applique maintenant partout. Ce n'est pas simplement sur ce projet sur lequel on a finalement migré et transformé notre organisation, mais finalement, il est presque récurrent, ou en tout cas similaire à notre modèle de CAPEX. Plus vite on met le CAPEX, plus vite on vend finalement le service client dans une année fiscale, mieux on vit chez OVH Cloud du fait qu'on a finalement la récurrence du revenu qui se fait chaque mois sur les ventes qui ont pu être opérées en début d'exercice. Et donc, cette typologie d'enseignement qu'on a pu avoir à travers cette transformation, c'est quelque chose qu'on arrive à trouver de façon assez similaire avec la typologie de notre business en tant que tel. Donc le deuxième point, c'est avoir été en mesure de combiner et les spécificités d'OVH et des méthodes qu'on avait déjà dans nos outils avec le business spécifique. Effectivement, on a parlé du DDMRP qu'on a mis en place. On a dû faire quelques ajustements pour qu'il fonctionne bien avec les services, avec les serveurs dont on parlait. Mais tout ça, effectivement, on a été en mesure de le faire et de tirer le meilleur parti de ces méthodes classiques et bien connues dans la supply chain avec les spécificités de la tech, de l'IT qu'on a. Et donc, c'est effectivement avec tout ce travail qu'on a pu faire ensemble qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre en place un système qui fonctionne bien et qui répond complètement aux besoins qu'on avait côté OVH. Le troisième enseignement qu'on a eu, c'était que, en fait, pour passer d'un modèle MTO à un modèle MTS, tout ça a été géré par le RP, en réalité, qui est SAP, qui a été mis en place en 2021, donc il n'y a pas si longtemps. Et pour changer de modèle, en fait, ça nécessitait de revoir une grande partie du corps modèle de l'ERP. Et finalement, ce sujet-là, il n'est pas vraiment rentré dans la balance de la décision de changer de modèle. Au final, on s'est assuré de la faisabilité. On s'est dit, OK, c'est faisable, ben, allons-y.
Bon, ça a été fait extrêmement vite par des équipes SAP extrêmement efficaces. Mais en fait, on n'a pas eu peur, quoi. On n'a pas pris peur en se disant « Oh là là, il faut tout revoir ». On s'est dit « Ok, il faut tout revoir, donc il faut mettre les moyens pour tout revoir ». Parce que ça change quand même pas mal de choses dans l'ERP. Il faut revoir les flux informatiques, il faut revoir les flux financiers, il faut revoir la façon dont on déclare les besoins, il faut revoir les interfaces entre l'ERP et le système qui maintient ce qu'il y a dans les data centers, etc. Donc, c'est des interfaces qui sont aussi très importantes. Et donc, il faut revoir quand même beaucoup de choses. On s'est assuré de la faisabilité. On s'est assuré de mettre les moyens, mais en fait, cette question-là de prendre peur parce qu'il faut revoir le corps modèle de l'ERP, ça n'a jamais été un paramètre dans l'équation pour prendre cette décision. Et au final, on l'a fait, on y est arrivé, même si ça a été pas évident pour les équipes de tout reparamétrer. Mais on l'a fait, quoi. C'est pas si compliqué, il faut mettre les moyens, il faut le faire. Et en tout cas, c'est pas rentré dans la décision. On s'est dit, le modèle qu'on veut, en fait, il est plus pertinent, plus efficace. Ben, il ne faut pas que le RP nous empêche de le faire, quoi. Alors, une des raisons pour lesquelles on est allé aussi vite, comme l'a précisé Eva, c'est finalement parce qu'on a eu la capacité et surtout le soutien d'Octave Klaba en tant que tel, donc le fondateur d'OVH Cloud. Il a été partie prenante avec nous parce que finalement, grâce à l'instruction qu'on a pu donner au dossier, la data sur laquelle on s'est figé autour des anomalies qu'on a pu constater et puis du manque de vitesse qu'on avait pour réagir à la demande par le système précédent, finalement, cette difficulté-là, on l'a appréhendée collectivement et c'est devenu un sujet d'entreprise. Ce n'est pas simplement devenu le sujet de l'industrie et encore moins uniquement celui de la supply chain. Une des notions aussi assez fondamentales, c'est que cet environnement de décision à 6 mois de ce qui est nécessaire de produire et de figer le plan n'est possible que si vous êtes capable d'embarquer le reste de l'entreprise. Et quand je dis le reste de l'entreprise, c'est l'équipe finance, l'équipe sales, marketing et product. Dans l'environnement tech dans lequel on se positionne, avec, comme je l'ai dit, un environnement digital qui est prépondérant, très pesant, prendre des décisions à 6 mois, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est extrêmement long, en fait, finalement. Et pour autant, si on voulait rendre les choses moins complexes en supply chain, vivre mieux et être plus percutant dans une dominance autour de la livraison client et la maîtrise de nos capex et de nos stocks, finalement, c'était la solution. C'était de donner de l'écoute, de donner de la possibilité d'engager les commandes et un plan de production ferme et d'étendre finalement le reste de l'organisation et décomplexifier ou retenir la complexité sur la partie plutôt phase de décision pour les 6 mois à venir, mais non plus le jour où il faut produire ou le jour où il faut aller connecter les machines dans le data center parce qu'il est tout simplement trop tard pour réagir à de grandes décisions qu'on n'a pas prises 6 mois précédents. Yes, et du coup, le dernier point d'apprentissage qu'on a voulu partager avec vous ce matin, c'était un point qui était... en fait, on a été assez fiers de l'avoir trouvé collectivement et on en est tellement fiers que maintenant, on essaie de le dupliquer à chaque fois qu'on va ce projet de transformation, qui était ce qu'on appelait entre nous la mise en place d'une core team. Et c'était quoi la core team? La première chose, qu'on a commencé la phase de diagnostic, on a plutôt une phase d'exploration. On s'est rendu compte, je pense que vous l'avez senti là ce matin, en tout cas je l'espère, OVH, c'est une culture qui est propre, c'est un business qui est propre, c'est technique, c'est vraiment très compliqué. OVH, même à date, après plusieurs mois de mission, on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Et on s'était dit, avec Eva et l'équipe, il ne faut pas qu'on y aille tout seul. Si on y va tout seul, on n'aura pas le temps de tout apprendre. Et c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. On a eu cette idée d'utiliser des personnes qui étaient déjà en place et qui étaient donc des experts, des influenceurs, des cadres, pas des cadres dans le sens fiche de paye, mais des cadres dans le sens de présence dans les équipes, pour se dire, on va bâtir la transformation avec eux. Et après, ces gens-là vont aussi être des ambassadeurs de ce qu'on a proposé. Parce que comme disait Eva, quand tu changes le cœur de SAP, si tu dis que c'est Guillaume, que c'est Citoël qui a dit, c'est pas la même chose si c'est son collègue qui est tous les jours sur SAP qui a dit, il faut dézinguer SAP, vous voyez. Et ça, c'était quelque chose de très important pour nous, de s'appuyer sur ces gens-là. Et c'était quoi un peu notre méthode de travail avec eux? C'était une autre chose qui était très importante, parce que nous aussi, on se devait de ramener une certaine méthode. On ne rentrait pas dans les salles pour coller des post-it. Vous voyez, même si on a collé beaucoup de post-it, mais à chaque fois, on arrivait avec la brique qui était cassée. C'est-à-dire que, Citoël, dans une chambre, on bâtissait
le processus, le diagnostic de A à Z. C'était une V0 qui était très imparfaite. On passait des journées de travail avec Thomas, avec la core team, on l'a séqué, et parfois fortement, et on arrivait avec une V2 en sortant de la salle. Et après, on allait en copile avec Guillaume et ses pairs, et là, on sortait avec la V3. Vous voyez, et à chaque fois, on faisait ce processus à nouveau. Il fallait donc une certaine humilité collective pour bâtir, casser, mais ça nous accélérait vraiment parce qu'en sortant de la salle, on a presque, j'ai fait un raccourci, mais on a presque plus besoin de change management parce qu'on est 15 personnes, on était d'accord avec ça, on avait compris pourquoi on a pris à gauche, à droite. Voilà du coup le 5e pilier qu'on a voulu partager avec vous ce matin. Et du coup, c'est à Guillaume. Je vais rajouter un élément autour de ça, parce que l'équipe est importante. Finalement, Thomas a parlé de la nouvelle organisation qu'on a mis en place pour suivre ces nouveaux protocoles de travail. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais à travers cette nouvelle organisation, on a finalement retiré ou supprimé l'ensemble des rôles de management métier. D'accord ? Donc on n'a plus un expert prod planning, on n'a plus un expert demande planning, qui compose simplement l'expertise de son métier bien assumé. On a repris une organisation autour du produit. Et donc pour nous, c'était assez essentiel finalement de se rapprocher du client, d'être capable de parler le même jargon et de comprendre l'histoire complète de A à Z d'un point de vue finance, sales, marketing, supply, autour du produit. Et la seule organisation qui, à nos yeux, pouvait répondre finalement à ce challenge, d'appliquer les bonnes méthodes, nos méthodes, mais aussi finalement de rester dans l'environnement OVH Cloud, c'était aussi de faire une mutation finalement d'une expertise métier à plutôt une orientation produit en y intégrant l'ensemble des métiers et du protocole qu'on vous a partagé. Ça, c'était réellement aussi un point essentiel pour réussir et faire en sorte qu'on donne une continuité à cette transformation à travers une vie d'entreprise, une vie d'activité, quoi. Donc si on peut aller sur la conclusion maintenant, c'est finalement tout ça n'a de sens que si on est capable d'apporter de l'amélioration d'un point de vue client, et c'était bien là aussi notre objectif. Donc je vais démarrer avec 2 éléments importants autour du client. On a réussi à améliorer de plus de 10% notre performance on-time delivery pour nos clients. On livre à peu près chaque semaine un peu plus de 2500, 2800 serveurs par semaine partout dans le monde. Gagner 10 points de on-time delivery sur la promesse client, donc de respecter cette promesse client, c'est fondamental dans notre activité. Donc on est fiers de l'avoir fait et on est surtout fiers de savoir continuer à augmenter ce ratio encore maintenant et dans les années à venir. On en est quasi sûr. On est dans une étape là où on va utiliser, plutôt que de faire le POC, on est dans l'étape d'utilisation et maintenant dans l'étape où on va donner de la continuité à la progression, non plus là par rupture, mais là pour le coup en amélioration permanente comme on peut savoir le faire aussi. Un élément aussi sur lequel on a donné de la vitesse, c'est si on n'a pas respecté la demande client, est-ce que le temps nécessaire pour y répondre a baissé? Et là, en fait, oui, il a baissé de 21%. C'est-à-dire que notre profondeur de retard, à travers l'exercice de transformation qu'on a opéré, a aussi s'est nettement amélioré. C'est-à-dire que si on est en retard, on l'est de moins en moins et on met de moins en moins de temps à répondre à une commande pour laquelle on a failli dans la réponse à la promesse client. Les autres éléments qu'on a composés là pour vous donner finalement une finalité et puis un résultat à cette transformation, c'est la maîtrise du CAPEX. Thomas en a parlé. On vit avec le CAPEX de façon très intense. Donc on est très capitalistique. On a une intensité qui est très forte. Et on se base sur notre CAPEX pour faire notre croissance. Donc la maîtrise de la volumétrie et de la qualité du CAPEX, c'est juste fondamental pour réussir une année. Une année en termes de cash, mais aussi finalement une année en termes de revenus. Et aujourd'hui, en fait, on avait tendance à ne pas être suffisamment précis dans la qualité de l'information autour de la maîtrise de notre CAPEX. Aujourd'hui, on a su finir notre année fiscale qui est fin août 2025. On a su finir avec une erreur de 2%. Donc notre CAPEX sur la partie dont on a discuté là, ce n'est pas un secret, c'est publié aujourd'hui.
on tourne autour de 230, 240 millions d'euros. Faire une erreur de 2% dans notre activité, je pense que ça a été le record durant les dernières années, en fait. Je ne l'avais jamais vu aussi fine et aussi précise que ça dans notre capacité à délivrer l'attendu 6 mois auparavant. Donc ça, c'est vraiment une performance. Et la deuxième performance qui s'associe à la lecture CAPEX, c'est la maîtrise de nos stocks composants et produits finis. Par conséquent, avec le nouveau modèle, vous l'avez compris, on somme les deux informations, le stock de produits finis, le stock de serveurs qui attendent d'être distribués dans nos data centers, et puis le stock de composants qui nous sert à produire. Avec le plan qui est figé autour de la production, tous les composants que vous avez achetés, vous les consommez. Ce qui n'était pas le cas à l'époque avec l'ancien modèle. Et donc là, on a eu, non pas la chance, mais on a été dans l'exécution à 100% pour garantir au reste de l'entreprise qu'on allait et qu'on a consommé 100% de la part approvisionnement qu'on a pu faire dans notre métier. Et pour cette année, c'est une performance chez OVH Cloud. Et donc cette partie-là, c'est associé à la baisse jusqu'à 0 de l'ensemble des stocks tampons dont on a parlé, des produits finis qu'on avait mis à disposition dans les centres de production pour distribuer dans nos data centers. Donc si on additionne la baisse de stock composants relatif à la consommation sur les ordres de production qui étaient placés 6 mois à l'avance, plus la mise à zéro de nos stocks de produits finis avant distribution en data center, on a su faire 30% de baisse de notre valeur stock sur la fin d'année fiscale par rapport au point d'entrée de la même année fiscale. Ce qui est un très très bon résultat dans notre domaine d'activité. Merci à tous pour votre écoute. Merci à l'équipe pour la présentation. Merci. Merci pour ce témoignage fou qui a soulevé plein de sujets, hein, de la transformation supply, de l'organisation, des méthodologies, des outils. Juste, on va avoir très peu de temps pour des questions. Moi, j'en ai une plutôt factuelle. Les fameux domaines produits autour desquels il y a donc une organisation qui se met en place avec toutes les compétences, notamment supply. C'est beaucoup de domaines produits ? Non, on a fait une sélection de 2 grands domaines. Donc on a fait une sélection autour du bar métal. Je l'ai dit, hein, dans l'environnement du POC et dans la transformation, on avait sélectionné bar métal comme étant un univers très important, imposant pour notre business. 50% de notre business passe par le bar métal au moins. Et donc du coup, on a gardé bar métal comme un domaine. Et finalement, le reste de l'activité constitue un deuxième domaine. Ça équilibre assez bien en termes de CAPEX, ça équilibre assez bien en termes de revenus aussi. Et puis finalement, ça nous permet de bien disposer aussi le maillage des compétences et un équilibrage aussi en nombre de personnes à piloter dans cette organisation. Et un autre petit point factuel, vous avez dit transformation très rapide. À un moment, j'ai entendu février-mars, mais au finish, je ne sais pas, c'est un projet qui vous mobilise les uns et les autres depuis des mois, des années, du moins. C'est pas aussi long qu'SAP, honnêtement, mais je pense que ça fait presque 2 ans. Ça fait 1 an et demi. Un an et demi, ça là. fera 2 ans en janvier, quelque chose comme ça. Donc c'est long. Finalement, c'est long à notre échelle aussi, OVH. On aime bien aller vite, je l'ai dit tout à l'heure. Finalement, notre activité est tellement rapide, l'innovation est tellement présente que de parler à l'échelle d'1 an et demi, voire 2 ans, c'est majeur. Mais c'était un processus majeur à transformer aussi pour nous, qui n'a pas que transformé la supply chain. On a transformé à travers ce processus une grande partie de l'organisation d'OVH Cloud pour qu'elle soit finalement plus efficace dans la gestion et le pilotage de ses CAPEX et plus efficace aussi dans finalement la complexité qu'on rendait en dernier lieu dans les data centers et les usines de production. J'ai posé moi mes 2 questions factuelles. Il y a peut-être une question dans la salle et ça sera sans doute la seule. Après, le dialogue se poursuivra sur votre stand. On est au stand E42 pour ceux qui veulent. C'est juste là, hein. Vraiment, vous avez 50 mètres à faire. Si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Moi, j'aurais dit 10 mètres, mais bon, oui, j'ai pas mis lunettes. Je vois large pour pas brusquer les gens. Oui, bonjour à tous. Vous avez le bonjour de Gaëtan Cadero, by the way.
Je lui ai envoyé une petite photo de vous sur le stand. Je voulais savoir si vous gériez des buffers avec un double DLT, vu que vous avez le floor et le spot, ou si c'est séparé par typologie de... Non, on a un seul DLT. Parce que en fait, tu recomplètes les. Alors, le buffer DC, le DLT, c'est très technique, hein. Le DLT, c'est le lead time entre ton stock central et ton data center, donc ton temps de préparation, expédition, transit time. Et ton stock central, on a compté un DLT moyen de 4-5 semaines, il me semble. Donc, celui du spot. Merci. Voilà, typiquement, il y a des questions très techniques que je n'aurais pas été en mesure de poser, mais on arrive au bout de cette présentation. Il y a la possibilité de poursuivre le dialogue sur le stand, donc E42. Et merci encore pour ce témoignage accompli. Merci à tous.